Le bilan du gouvernement de la République démocratique du Congo sera fait aujourd'hui par son ministre de l'économie. Nous sommes à Kinshasa et nous sommes en direct à Kinshasa donc avec cette équipe de journalistes qui sont venus pour interviewer le ministre de l'économie nationale de la RDC en la personne de Bahati Lukwebo parce que la fin du mois de décembre 2015 va totaliser plus de 2 ans que ce gouvernement, on va dire des cohésions nationales issues des concertations, est en train de faire un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en 2015? Quelles sont les avancées, les chiffres, le cadre macroéconomique? Est-ce que la population le mange? Est-ce que la troïka stratégique qui se tient chaque lundi matin apporte quelque chose à la République? Ce sont des questions que nous allons poser à notre invité du jour. Pour l'interviewer aujourd'hui, vous aurez Willy Kalengai, qui est le patron de Géopolis, Barbara Nzimbi, journaliste à Congo Web, et notre ami Kitenge, qui est journaliste à Kin 24. Jeune Kitenge, exactement. Monsieur le ministre, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous êtes donc le ministre de l'économie nationale de la République démocratique du Congo. Je vais tout de même synthétiser votre CV qui est très kilométrique. Vous êtes professeur des universités. Vous avez été élu à Cabaret de 2006 à 2011. Vous étiez président du groupe parlementaire des députés indépendants à l'Assemblée nationale de l'époque. Vous êtes professeur de comptabilité des entreprises à succursales multiples à l'Institut supérieur des commerces ici à Kinshasa. Point focal du NEPAD, Afrique centrale, et président de la commission de la bonne gouvernance du NEPAD en RDC. Vous êtes consultant à la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes président de l'Organisation pour la paix, démocratie et la sécurité dans le pays des Grands Lacs. C'est une ONG. Vous êtes également directeur général des entreprises du groupe Taverne. Plus important encore, fondateur et autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, la FDC, qui est aujourd'hui l'une des formations politiques la plus importante de la majorité présidentielle. Vous venez d'ailleurs de décrocher le deuxième poste de la majorité présidentielle, c'est-à-dire vous êtes juste après Obé Minako. Actuellement, vous êtes le ministre de l'économie nationale. Depuis septembre, plutôt 2 septembre 2014, est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour un seul homme, Bahati Lukwebo? Je vais tout simplement dire que quand on est organisé, on peut faire plusieurs choses à la fois. Ce qui compte, c'est d'avoir un agenda bien tenu et ne pas s'engager à ce qu'on ne peut pas réaliser. C'est-à-dire que si vous savez que les charges publiques ne vous permettront pas d'assurer vos enseignements à l'université, il faut demander une dispense, une mise en disponibilité. Mais moi, je me suis organisé pour que je puisse obtenir des horaires matinaux, de manière à ce que quand je commence à 7h20 dans les auditoires, déjà à 9h30, je suis libéré. Or, vous savez que la plupart des réunions, à part celle de la Troïka, qui est matinale, qui intervient chaque lundi, la plupart des réunions, c'est toujours à partir de 10h, 9h30. Et donc, je peux accomplir ma tâche d'enseignant et aussi les autres tâches que vous avez citées. Vous avez été mandaté pour parler au nom du gouvernement, faire le bilan du gouvernement Matata durant 2015. Si vous étiez un Congolais moyen et qu'il vous ait été demandé de dire comment va l'économie de la RDC, en quelques lignes, vous direz quoi? Je dirais que l'économie de la RDC a connu des bonds en avant. Il y a peu de temps, elle était en très mauvaise position. Au jour d'aujourd'hui, elle se porte mieux qu'hier, mais je dirais qu'il reste beaucoup à faire. Voilà la réponse que je peux donner. Alors ça, aujourd'hui, mieux qu'hier. C'est une réponse diplomatique, politique? Elle est claire, oui. Elle est tirée des chiffres. Quand je dis mieux qu'hier, c'est-à-dire qu'on peut comparer effectivement les agrégats macroéconomiques d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, on peut les comparer et on peut faire des projections dans l'avenir parce qu'il y a ce qu'on appelle en économie les trends. Il faut toujours faire des projections en partant de ce qui a été réalisé. Et c'est pour cette raison que je dis nous sommes sur la bonne trajectoire. Vous êtes l'un des Congolais qui a dirigé, entre autres,
pendant la Deuxième République. Oui. Si vous est demandé de comparer l'économie du Zaïre d'hier, vous avez été ministre du budget, il faut le rappeler, Oui. et l'économie du Zaïre, enfin du Congo d'aujourd'hui. Vous êtes ministre de l'économie. Oui. Vous avez avancé ou vous avez reculé? Je l'ai dit clairement que nous avons avancé. Il faut dire que l'économie de la Deuxième République, jusqu'à un moment donné, elle se portait bien. En tout cas, jusqu'en 75. 75. 75. Et par la suite, elle a commencé à connaître des déboires, tout simplement parce que l'élément confiance a été ôté de l'économie nationale avec les mesures de la zaïranisation, dont les effets néfastes ont commencé à se faire sentir en 76-77. Ce sont des mesures qui ont été prises en 1973 et puis en 1974, mais les effets réels négatifs n'ont été ressentis qu'à partir de 1976. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas d'élément confiance, il n'y a pas d'investissement, ou alors on vous exige de tout payer cash. Or, les États, les entreprises fonctionnent sur base du crédit, et lorsque le crédit n'est pas là, il n'y a plus d'économie. Voilà l'origine de tous nos malheurs, et dont nous payons encore les prix jusqu'aujourd'hui. Alors, en 2015, parce que nous faisons un bilan, alors très rapide, quelles sont les avancées? Sur quoi vous êtes fiers, vous, gouvernement, pour que les Congolais qui vous suivent aujourd'hui disent, voilà, Bahati et son gouvernement, économiquement parlant, voici ce qu'ils ont fait pour nous? Je ne dirais pas que nous sommes fiers, parce que ça c'est vraiment osé. Mais nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu réaliser par rapport à nos projections. Il y a un moindre saut, disons, dans la satisfaction. Je ne peux pas dire que c'est une satisfaction totale. Lorsque je regarde les agrégats macroéconomiques, je regarde le cadre macroéconomique, tout est au vert. Vous avez le taux d'échange, le taux de croissance, vous avez la stabilité de la monnaie, vous avez l'inflation. On a un tout petit peu reculé le chômage, on a amélioré la qualité de la vie, ça a été confirmé par le PNUD avec l'IDH. On a constaté que durant les 3 dernières années, on a quand même réalisé des investissements étrangers directs de plus de 2 milliards de dollars. Et je pense qu'avec ces éléments-là, on peut se permettre de dire qu'il y a un début de satisfaction. Merci Bugon. Oli Galengai. En 2011, quand le Premier ministre Matata va à l'Assemblée nationale chercher l'investiture de son gouvernement, il fait un plan quinquennal. C'est un plan sur 5 ans. Et ce plan-là remontait à autour de 48 milliards de dollars qu'il devait mobiliser pour les quinquennats. Quand vous arrivez au gouvernement, en 2014, vous n'êtes pas passé au Parlement pour l'investiture. Donc ça a été conçu comme un remaniement. Ce n'est pas un autre gouvernement. En réalité, c'est un gouvernement qui n'a pas eu besoin d'une autre investiture. Alors, je voudrais savoir si les bilans 2015 intègrent l'ambition du quinquennat ou bien, avec votre arrivée au pouvoir de Matata 2, vous avez renoncé à la première ambition. Non, nous n'avons pas renoncé à la première ambition. Le plan quinquennal prévoyait effectivement qu'on puisse réaliser 48 milliards, qui est en fait un cumul de plusieurs années. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, le budget qui vient d'être adopté par les 2 chambres est de 9 milliards,1. Vous prenez le budget de l'année passée, disons que grosso modo, lorsqu'on fait la sommation des 4 années passées, nous pouvons avoisiner les 30 milliards. Mais comme vous le savez, une prévision reste une prévision. Il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes desquels dépend le budget, donc surtout en ce qui concerne les recettes. Vous savez très bien que nous avions pensé booster le secteur agricole qui, pour nous, en tout cas, la politique du gouvernement voudrait que nous puissions mettre un accent particulier sur l'agriculture, surtout l'agro-industrie. Et c'est ce qui avait fait qu'on avait lancé le premier projet pilote du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Il est prévu qu'on puisse essaimer
cette expérience dans plusieurs provinces. Et malheureusement, vous avez suivi aussi que depuis 2 ans, il y a la chute drastique des cours des matières premières, les métaux ferreux et non ferreux, principalement le cuivre, le cobalt, l'or, sur lesquels notre économie reposait jusque-là. Du côté de l'agriculture, il est apparu nécessaire que l'on puisse d'abord disposer des ressources suffisantes pour investir dans les infrastructures. Parce que ça ne sert à rien de produire si on ne peut pas évacuer la production. Voilà pourquoi nous avons pensé que pour sortir de cette situation, il faut nécessairement ouvrir également le dossier des hydrocarbures, qui est un dossier qui peut nous faire accéder rapidement à des milliards qui sont nécessaires d'abord pour travailler sur les hommes, l'administration publique, et en plus sur les infrastructures. Mais justement, vous m'arrachez le mot de la bouche en parlant des hydrocarbures. C'était ma deuxième question. Vous me sentiez venir, certainement. Mais on vous reproche à vous, monsieur le ministre de l'économie, de ne pas impacter la baisse des prix des hydrocarbures dans le monde sur les prix du carburant en interne. Et que le gouvernement refuse de reconnaître l'effet positif de la baisse du pétrole sur l'économie nationale. Et que le ministre de l'économie, qui est le patron de ce qu'on appelle l'augmentation des prix, le ministre de l'économie s'est arrangé avec les opérateurs pour maintenir des gains qui sont au détriment de la réalité économique. Enfin, ma deuxième question. Voilà, je crois que c'est l'occasion de donner la précision. D'abord, il faut noter que lorsqu'on a un budget, on a d'un côté les ressources et de l'autre les dépenses. Et pour ce qui nous concerne, nous avons ce malheur, s'il faut l'appeler ainsi, d'être à la fois producteurs, mais aussi importateurs des produits pétroliers. En tant que producteurs, nous attendions chaque mois entre 35 et 38 millions de dollars de recettes. Mais pour ce qui est de l'importation, la taxe, le droit d'entrée sur l'importation des carburants, eh bien, les recettes, disons la fiscalité, ne dépassaient guère 15 millions. Donc, ceci pour vous dire déjà qu'à ce stade, nous perdons de manière sèche plus de 15 millions de dollars chaque mois à la suite de la chute drastique et permanente des cours du pétrole. Et donc, le gouvernement sait très bien que il ne peut pas compenser la perte en ce qui concerne la production, mais essaie un tant soit peu d'améliorer la fiscalité. Et ici, je veux le dire, lorsqu'il y a baisse des prix du pétrole, nous agissons à la fois sur le prix. Vous n'avez qu'à voir la dernière structure des prix des produits pétroliers du 26 août 2015. Nous avons sensiblement baissé le prix du carburant. Mais également, nous avons fait de sorte qu'il y ait un bonus en termes de fiscalité, un bonus bien sûr peu significatif, peut-être de 3-4 millions de dollars, pour un temps soit peu compenser la perte du côté de la production. Mais il n'y a pas d'entente, pas du tout d'entente entre le gouvernement et les sociétés pétrolières. Mais pourquoi ça reste toujours au-dessus d'1 $? C'est quand même pas normal, parce qu'aujourd'hui, le baril est en train de descendre. Il a baissé de 60% de son prix. C'est pas normal que notre pays maintienne les prix quand il était à 100 $. Non, quand vous regardez déjà à l'est du pays, tout comme au sud, le litre déjà, il est à 1200 francs. 1200 francs, 1250 francs congolais. C'est quand même énorme quand on voit qu'on est parti de près de 2000 francs, on est descendu à 1250. Et puis lorsqu'on vous parle du prix du baril, ça c'est le prix du baril, il faut expliquer aux gens qu'à ce prix-là s'ajoutent les frais de transport, les différents frais connexes pour que le pétrole vous arrive à la frontière, comme nous le disons, le prix moyen frontière. Et donc, il ne faut pas partir de ce qui est publié à Londres ou à New York pour dire, voilà, on fait un calcul rapide en se disant, bon, on aurait pu baisser le prix de 60%. Sur le plan des infrastructures, qu'est-ce qui a été fait? Voici l'élément.
Lorsqu'en 2006, peu avant les premières élections démocratiques en RDC, le chef de l'État lance le concept 5 chantiers, d'aucuns ont cru à une gageure. Il ne faudra pas longtemps pour qu'on se rende compte de la détermination de Joseph Kabila à reconstruire le pays. 2007, 2008, les engins arrivent et des chantiers sont lancés à Kinshasa et dans les provinces. Routes, ponts, écoles, hôpitaux, bâtiments publics et bien d'autres infrastructures subissent le coup de marteau. 14 800 autres kilomètres de routes d'intérêt national sont construits, désenclavant ainsi 72 territoires, soit près de la moitié que compte la RDC. Quelques 300 ponts sont aussi réhabilités ou jetés. Mpozo à Matadi, Luangue et Lovoa entre Kikwit et Chikapa, Lolaba à Kolosi, les ponts Chopo à Kisangani en sont des exemples patents. De 954 km en 2009 à 1524 en 2014, soit un accroissement de 60%, la voirie urbaine de Kenge, Mbandaka, Kananga, Mbujimayi, Kindu, Goma, Kisangani, Bukavu et Bunia connaissent une transformation spectaculaire, et bien que c'est à Kinshasa, la capitale, où s'effectuent les travaux les plus importants. Les boulevards du 30 juin, Lumumba, Triomphal et les avenues Saint-Doué, du tourisme, de Libération ainsi que le viaduc sur le pont Matete sont modernisés. La place royale se métamorphose avec la rénovation des bâtiments et l'érection d'un immeuble de 11 niveaux. Avec son aérogare modulaire pouvant accueillir 11 millions de passagers par an et sa nouvelle tour de contrôle, c'est le relooking garanti pour l'aéroport international de Ndjili. Dans cette même dynamique, les pistes des aéroports de Lubumbashi et Goma sont en train d'être rallongées respectivement. L'énergie n'est pas en reste. Katende au Kassai occidental, Kakobola au Bandundu, Zongo au Bakongo sont là les centrales hydroélectriques en cours de construction en attendant la matérialisation du projet Grand Inga. Aujourd'hui, nous inaugurons le barrage de Matebe, c'est le premier, mais il y a 6 autres que nous allons continuer à construire avec nos partenaires dans la province. Je sais qu'il y a d'autres projets à réaliser et cela nous permettra à donner du travail à la jeunesse et à réhabiliter nos routes en mauvais état. La fourniture d'eau s'est significativement améliorée avec le remplacement de la tuyauterie vétuste. En février dernier, Joseph Kabila a inauguré la nouvelle usine de traitement d'eau de Ngaliema qui produit désormais 110 000 m3 au profit de 920 000 habitants de Kinshasa-Ouest. Les milieux ruraux et périurbains bénéficient des mini-réseaux de puits d'eau afin de combattre les maladies hydriques. L'objectif final étant de faire du Congo pays émergent à l'horizon 2030. Batlukobo, ministre de l'économie, je vais donner la parole à Barbara Nzimbi parce que lorsque les Kinois, les Congolais qui nous suivent à travers le monde, y compris ici au Congo, voient cette présentation, on va dire, transversale, est-ce que le commun des mortels les sent autant? Est-ce que vous avez autant transformé les Congos que vous le dites à travers un peu cette communication? D'abord, il faut faire observer que le pays est très grand. Si on ne prenait que ces infrastructures qu'on vient de démontrer là, vous les transportez sur un pays de 500 000 km², comme le Rwanda, le Congo-Brazzaville, comme le Gabon. Je ne veux pas citer, vous avez le droit de citer. Moi, je ne cite aucun pays, mais je me dis que si on devait transposer rien que ces infrastructures-là sur un pays aux dimensions beaucoup plus réduites, tout de suite, vous verriez que tout le monde sentirait qu'effectivement, beaucoup de choses ont changé. Comme c'est qu'on voit en Guinée équatoriale. Oui, prenez l'exemple. Quand vous asphaltez de Matadi jusqu'à Kikwit à peu près 1000 km. Oui. Mais dans certains pays voisins ici, lorsque vous asphaltez 1000 km, vous avez couvert tout le pays. Et donc tout le monde voit que oui, effectivement quelque chose a été fait. De suivre les actions du gouvernement de la République sous la vision du président de la République
Mais le problème qui persiste, le fondamental même du Congolais, c'est le social. Le président de la République avait consacré justement son mandat au social. Et aujourd'hui, justement, le gouvernement de la République vante la croissance économique qui est évaluée à 2 chiffres. Et cette croissance, justement, n'affecte toujours pas le PIB. Monsieur le ministre, à quelle échéance, finalement, nous allons constater l'évolution de notre PIB? En fait, la richesse nationale, Oui, en termes beaucoup plus simples, Oui. Il y a sûrement un impact sur la richesse nationale parce que la croissance dont nous parlons juste porte sur la production. Mais très souvent, on nous dit la croissance n'est pas inclusive parce qu'elle n'atteint pas un plus grand nombre. Moi, je dis que le fait seulement pour nous d'améliorer rien que l'accès aux services publics, c'est déjà quelque chose, même si ce n'est pas quantifié. Lorsqu'il y a l'éclairage public, et tout le monde en profite, tout le monde y passe. Lorsqu'il y a une route qui est asphaltée, tout le monde l'utilise. Et donc, je crois que tout est social. En tout cas, tout est social. Les routes, c'est social. Les hôpitaux, les écoles, l'énergie, tout ce que nous faisons a toujours une incidence sociale. Mais comme je l'ai dit, le pays est grand, les besoins sont énormes. Il va falloir que nous puissions repenser autrement notre économie, notre système budgétaire. Et ça, le chef de l'État l'a compris et il l'a annoncé dans son discours du 14 décembre. C'est-à-dire la diversification? Il y a la diversification. Il a mis sur pied un comité de pilotage qui va revoir de fond en comble notre budget. En fait, notre pays là, a besoin de beaucoup de milliards. Pas 9 milliards, pas 20 milliards, mais plus de 50 milliards. Mais, monsieur le ministre, je reviens encore à ma question une fois, puisque aujourd'hui on constate dans d'autres pays, ils ont quand même une croissance économique, mais à un seul chiffre, mais leur PIB est quand même amélioré, monsieur le ministre. Je voudrais comprendre ce paradoxe qui persiste entre la croissance économique et notre PIB. Non, d'abord, prenons un exemple simple. Prenons seulement la production de cuivre. De tout temps, nous n'avions jamais dépassé les 450 000 tonnes de cuivre. Mais voilà qu'en 2014, on a réalisé 1 050 000 tonnes de cuivre. Nous avons un code minier qui prévoit que lorsque quelqu'un vient investir, nous devons lui donner la possibilité d'abord de récupérer le capital investi. Et ce n'est qu'après qu'il commence à contribuer au budget de l'État. On favorise les kamikazes alors? Non, si on ne l'avait pas fait, personne ne serait venu. Quand vous allez à Fungurume, vous allez à Tenke, vous allez rencontrer des collines comme Kwatebala, ça existait toujours, c'était de la brousse. Oui. Personne ne l'exploitait, mais aujourd'hui, c'est devenu des gisements. Voilà 1 million de tonnes qu'on a. Et donc, il fallait effectivement prendre cette décision-là sous le leadership du président de la République. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de concret parce que Tenke Fungurume, qui a déjà récupéré le capital investi, commence déjà cette année à verser ce qu'il doit au trésor public. Et les autres vont aussi suivre. Il paraît qu'on vous fait une pression pour que vous ne changez pas ces codes parce que ça profite à beaucoup. Bon, je ne le confirmez quand même. Je ne sais pas à qui profite ce code-là, mais ce qui est vrai, c'est que nous n'évoluons pas en vase clos. C'est-à-dire que tous ces miniers-là du monde, ils communiquent entre eux. Et lorsqu'on change de conditions et que les conditions deviennent beaucoup plus dures pour eux, et ils émigrent. Et on risque de connaître la Zambie. La Zambie, vous savez ce qu'elle a connu. Nous devons donc y aller prudemment. Ce qui est important, c'est de gagner quelque chose plutôt que de ne La parole va tourner parce qu'il y a d'autres aspects qu'on verra voir tout à l'heure. Mais justement, monsieur le ministre, aujourd'hui, l'une des raisons principales, justement, qui fait en sorte qu'on ne puisse pas aller aux élections, c'est la mobilisation des fonds. On avance la raison qu'il y a baisse de prix de matières premières. En 15 ans, vous avez focalisé tous vos efforts justement aux matières, aux minerais. Et aujourd'hui, il y a un problème de diversification de l'économie nationale. Vous avez commencé à investir dans l'agriculture. Monsieur le ministre, à quelle échéance exactement on pourrait connaître cette effectivité? Vous avez commencé avec Boukangalonzo. Non, maintenant, on a l'impression que la diversification
patine un peu. Non, non, ce qui est important, c'est de commencer. Évidemment, tout le travail que nous faisons, vous ne pouvez pas en avoir les effets maintenant. Nous avons été en Allemagne, nous avons organisé un forum économique qui a été un franc succès, dont les retombées se font sentir aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises allemandes viennent aujourd'hui maintenant dans notre pays, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'énergie et même dans les services. Et bon, évidemment, pour l'agriculture, nous avons encore ce petit problème de l'article 16. Et donc, quelqu'un ne viendrait pas mettre son argent pour qu'il se voit être minoritaire dans une société. Qu'est-ce qui a été fait en 2015 et comment on peut évaluer à peu près les cadres macroéconomiques dont on parle beaucoup en chiffres? Ça donne quoi? Ça, justement. Chaque jour qui passe, la stabilité du cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo se raffermit davantage. Jamais depuis son indépendance en 1960, la RDC n'a présenté des statistiques aussi rassurantes. D'abord son budget, passé de 400 millions en 1994 à 9 milliards de dollars américains en 2015. Un taux d'inflation qui oscille désormais entre 0 et 1%. Le gouvernement est parvenu à contenir les fluctuations du taux d'échange au moment où la croissance, dans le contexte d'une économie mondiale en déroute, devait se terminer fin 2015 entre 8 et 9%. En parvenant à maintenir le cap de la croissance, le gouvernement offre de bonnes perspectives pour l'économie nationale, dépendant largement des matières premières. La relance de la générale des carrières et des mines, jadis fer des lances de l'économie congolaise, en dit long. Aujourd'hui, l'entreprise retrouve peu à peu ses lettres de noblesse et entreprend bien d'autres projets, comme celui lancé récemment en partenariat avec la Sicomine, ou encore le lancement de la première cathode de la production. En 5 ans, la République démocratique du Congo est parvenue à relancer son appareil économique, s'offrant de bonnes perspectives dans la marche vers son émergence. Il y a eu 60 pays qui ont réalisé des performances sur le plan du doing business. Et parmi ces pays, il y a bien sûr la République démocratique du Congo qui, comme vous le savez, a engagé le plus de réformes en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. La RDC a réussi des taux de croissance assez élevés, et même par rapport à la moyenne africaine qui est déjà assez impressionnante. Il était important pour nous autres Africains de venir s'inspirer du modèle RDC. Il faut reconnaître que ce classement-là est essentiellement tiré par 2 grands facteurs. Le premier facteur étant d'abord le travail interne qui a été fait au niveau de toutes les composantes de l'indice de développement humain, à savoir la santé, l'éducation et la croissance économique. Et puis le deuxième, qui est effectivement un des éléments qui est souvent négligé, c'est que la RDC, cette fois-ci, a fait et a essayé de faire savoir ce qu'elle a toujours fait en matière de développement humain. Et vous êtes le porte-parole de la Troïka. Chaque lundi, on vous voit aligner le gouvernement central, le ministre du budget, celui des finances. Et on a l'impression que vous nous endormez avec des chiffres. On ne comprend pas grand-chose. Alors, Yon Kitenge, question au ministre. Et puis on va voir l'adéquation avec ce que pense la population. Vous avez parlé des investissements allemands. Rapidement, je voulais savoir, la RDC a été extraite de la liste noire d'Hermès, dont elle a longtemps souffert. Bien, il faut dire que c'est un travail qui se fait. Nous avons rencontré le ministre allemand qui nous a rassuré que ça va être fait. Nous avons été également à Londres et cette même promesse nous a été faite. Et il y a un travail qui doit être fait entre nous et eux à travers nos ambassades pour justement... parce que nous avons constaté qu'il y a un problème de communication. Et lorsque nous sommes entrés directement en contact, lorsque le Premier ministre a parlé aux investisseurs qui étaient réunis à Londres, et lorsque nous avions parlé à ceux qui étaient à Berlin, en Allemagne, tout de suite, nous avons senti que les gens étaient plus intéressés à la RDC qu'avant, et qu'ils avaient de très mauvaises informations sur la RDC. Et voilà qu'aujourd'hui,
nous recevons des missions. Tous les jours, j'écris à la DGM pour annoncer l'arrivée des missions venant d'Allemagne. Un homme d'affaires ne vient pas directement avec des malles d'argent. Il vient palper la réalité du terrain, voir si ce que nous avons dit est réel. Lorsque nous parlons de la paix, est-ce que réellement il y a la paix? Lorsque nous parlons de la calmie, la stabilité de la monnaie, il circule, il voit les prix qui sont affichés, il voit comment nous payons notre personnel public, et tout le monde se rend compte que tout le monde est payé à temps, ainsi de suite. Tous ces éléments-là font que l'élément crédit, l'élément confiance augmente. Mais plusieurs experts en économie citent la précarité des institutions de la République comme l'une des faiblesses de l'économie congolaise. L'investisseur étant un animal péreux par essence, comment voulez-vous que l'économie congolaise sorte de l'auberge avec 2016 qui s'annonce déjà de tous les risques et de tous les dangers? Alors justement, avant que le ministre réponde, nous avons réalisé un élément qui doit nous présenter un peu la partie sécuritaire. Vous allez répondre à cette question juste après cet élément, parce que quand il parle de la précarité, c'est aussi par rapport aux échéances. Et souvent, vous êtes un responsable d'un groupe politique très important, la FDC, et vous êtes en train de faire en ce moment d'ailleurs une campagne sur la paix retrouvée, le dialogue, etc. Voici justement les documents sur la sécurité en 2015, perspective 2016 en RDC. La sécurité reste un facteur très important pour la souveraineté et l'intégrité d'un pays et de son peuple. Dans ce domaine, la RDC a traversé l'une des plus douloureuses crises de son histoire en 2001, où le pays est totalement fragilisé et déchiré par la montée en puissance des groupes armés, dont les principaux furent l'OMLC, soutenu par l'Ouganda, et le RCD, appuyé par le Rwanda. Sorti vainqueur lors des élections de 2006, Joseph Kabila a, en dehors du vaste programme de reconstruction, mis la sécurité parmi les priorités pour la stabilité du pays. Une vision dont la matérialisation dépendait de la capacité de dissuasion de l'armée congolaise. Les réformes du secteur de sécurité étaient ainsi engagées avec les concours des partenaires, donnant progressivement naissance à une nouvelle armée organisée en régiment. En parallèle, la police nationale sensibilisée au respect des droits humains et suffisamment équipée reprend son rôle pour la protection des personnes et de leurs biens. Le changement des tenues, l'amélioration des conditions de travail des officiers et hommes des troupes, le renforcement de la logistique sont d'autres indicateurs de cette réorganisation. Différentes opérations unilatérales et conjointes avec la MONUSCO ont été ainsi menées avec succès sur l'ensemble du territoire national. Pomorange, Soukola 1, Soukola 2 sont des opérations qui ont conduit à l'affaiblissement des groupes armés. Aujourd'hui, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC est généralement calme. Je suis venu ici dans le pays 2013 au mois d'août. La chute des M23 a immédiatement causé alors une promotion de l'économie. Les derniers résultats des opérations en cours sont aussi porteurs d'espoir du retour total de la paix sur l'ensemble du territoire national. Je vous demande d'être vigilant pour protéger cette paix, pour qu'elle soit durable. Un entrepreneur, c'est celui qui sait prendre le risque. Je vais vous donner un petit exemple. Pour ceux qui connaissent Goma, le Nord Kivu, qui a été le théâtre de tout ce qu'on a connu comme guerre, comme trouble, ceux qui ont connu Goma avant la guerre et qui y passent aujourd'hui, ils peuvent vous dire que
la guerre n'a pas empêché que le travail se fasse. C'est-à-dire qu'il y a eu une économie de la guerre. Mais il y a économie de la guerre, il y a eu développement, il y a eu accroissement des infrastructures, il y a l'initiative privée qui s'est développée. Mais indépendamment de cela, nous nous sommes plus attaqués d'abord aux garanties juridiques. Ça intéresse beaucoup les investisseurs. Quelles sont les relations que vous entretenez avec les G7? Parce que jusqu'à la dernière... Ça, c'est le volet politique. On est dans l'autre chapitre maintenant. Paraît-il que vous avez retiré votre signature à la dernière minute sur la correspondance qui a fait polémique? Non, non. Nous, au niveau de l'AFDC, nous sommes constants. Tout le monde le sait. Depuis qu'on est parti de la société civile, j'ai été président national de la société civile pendant 15 ans. Et il faut vous dire que ce n'est pas facile de diriger la société civile où il y a toutes les catégories. Vous avez des sommités intellectuelles, mais vous avez aussi les mamans maraîchères, vous avez des chauffeurs, vous avez toutes les catégories. Et donc, nous, on a appris à être patient et être à l'écoute de tout le monde. Il est vrai que des problèmes ne manquent pas dans toute organisation. Les frustrations, il y en a et il y en aura toujours. Et je peux même dire que si réellement vous devriez examiner s'il y a une revendication qui pouvait être fondée, c'est celle de l'AFDC, compte tenu de son poids et de ce que l'AFDC a eu. Il faudrait dire que l'AFDC aujourd'hui a beaucoup d'argent pour s'installer dans plusieurs provinces. Partout où on va, Monsieur le ministre, on voit l'AFDC. Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord, il faut dire que quand on veut, on peut. Et nous sommes, je crois, en tout cas, je n'ai pas encore vu un autre parti aussi organisé que l'AFDC, qui a un site web qui comptabilise en temps réel toutes les cotisations. Je peux vous montrer mon téléphone par le SMS banking. Chaque jour qu'il y a une cotisation, qu'elle soit faite à Chikapa, qu'elle soit faite à national. Oui, à Lissala, qu'elle soit faite à Mwanda ou à Bukavu, n'importe où, immédiatement je suis informé par le système de SMS banking et tout le monde cotise pour l'activité du parti. Question précise, Bat Lukobo. Je vois Louis Kalenga qui aimerait aussi embrayer, mais on ne vous a pas beaucoup entendu sur ce qui s'est passé à Dakar, enfin à l'île des Gorées plus précisément, notamment parce que vous êtes numéro 2 de la majorité présidentielle, mais également par rapport au front citoyen qui s'est mis en place pour vous balayer en 2016. Non, mais écoutez, je crois que au niveau de la majorité présidentielle, nous nous sommes exprimés à travers le secrétaire général adjoint de la majorité, qui par ailleurs est de l'AFDC. Oui. Et donc, nous avions convenu lors de la réunion du bureau politique qu'il fallait donc donner notre position. Et elle a été donnée. Qui est laquelle, cette position? Vous condamnez ou vous comprenez? Mais nous ne pouvons que condamner, parce qu'on vous appelle ici pour un dialogue. Vous préférez aller à l'extérieur. Nous, nous soutenons le dialogue. Entre nous, nous devons nous parler. Le degré de la réussite de ce dialogue dépend aussi de sa capacité ou de son niveau d'inclusivité. Oui. Aujourd'hui, on voit plusieurs grandes formations politiques de l'opposition font partie des anti-dialogues aujourd'hui. Allez-vous dialoguer avec qui? Est-ce que le Vatican, je complète la question, est-ce que vous n'avez pas été un peu aidé par le Vatican, qui a rappelé à l'ordre maintenant l'Église, qui joue un peu le rôle des catalyseurs pour ramener les radicaux au dialogue? Donc, combien vous avez payé au Vatican pour qu'il milite pour le dialogue? Non, mais vous savez que le pape, oui, c'est un homme de paix. C'est un homme de paix. Et là où on parle, on invite les gens au dialogue, le pape ne peut que soutenir. Il soutient, mais avec l'idée du respect... La Sengo est mis en porte-à-faux. Avec l'idée du respect des délais constitutionnels, monsieur le ministre. Dialoguer, oui, mais au respect des délais constitutionnels. Il n'y a personne jusqu'à aujourd'hui qui a dit qu'il ne veut pas respecter les délais constitutionnels. Je ne sais pas si vous avez un passage quelque part d'une personnalité de la majorité, en commençant par l'une la plus prestigieuse, le chef de l'État, si quelqu'un vous a dit qu'on ne va pas respecter les délais constitutionnels. Il faut qu'on termine avec l'élément qu'on a concocté justement à propos des actions politiques. Voilà, mais je voudrais quand même... Bon, il y a tellement de questions que j'ai en tête, mais j'ai posé quand même une seule. C'est toujours sur la politique. Est-ce que le gouvernement accepte quand même qu'il a échoué sur un point?
Parce que si nous sommes arrivés au dialogue, c'est parce qu'il n'y a pas eu élection à temps. Et cette élection, il y a manque de moyens. Vous êtes exprimé là-dessus en donnant des chiffres, monsieur le ministre. Gouverner, c'est prévoir, monsieur le ministre. 2011 à 2016, ça fait quand même 5 ans. Aujourd'hui, le président parle de 500 millions de dollars pour les élections, alors que nous avons atteint 30 milliards de dollars en budget cumulé. Les élections n'étant que 1 milliard. Est-ce que le gouvernement accepte quand même, ne fût-ce que pour la forme, que sur le plan des élections, il a échoué? Ne fût-ce qu'à ce niveau-là, au moins pour la satisfaction morale, en disant, bon, nous allons au dialogue, parce que quand même, ils ont réussi ailleurs, je suis d'accord avec vous, les cadres macroéconomiques, les réformes ont marché, mais le côté élection, il y a eu échec. Si vous reconnaissez au moins ça, ne fût-ce que ça. Non. Il ne faut pas nous demander d'assumer une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Mais c'est écoutez, c'est vous qui financez. La CENI n'a qu'à assumer ses responsabilités. 17% de montants dégagés. Et qu'est-ce qu'on a fait de 17%? C'est parce que vous parlez en termes de pourcentage, mais ça fait 96 millions de dollars, monsieur. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 96 millions de dollars? Mais malheureusement, entre 2014 et 2015, ce qu'on ferait avec 86 milliards, monsieur le ministre, n'a rien à voir avec ce qu'on ferait avec 1 milliard. La différence est de taille. Mais il faut commencer quelque part. Ça a commencé. Les 96 millions ont organisé quelle élection? Quand vous venez demander de l'argent, vous puissiez justifier ce que vous avez reçu avant. Si vous ne justifiez pas les 96 millions, à quoi ça sert? Monsieur le ministre, mais il faut vous ne voulez pas lâcher la CENI apparemment. Non. Je pense que si il commence, le gouvernement sera stimulé à trouver des moyens. Évidemment, le bilan est relativement mitigé parce qu'on dit que vous avez réussi dans certaines choses, d'autres n'ont pas réussi. Mais du côté de l'incitation à l'entrepreneuriat, le gouvernement ne paye pas la dette intérieure. Beaucoup d'entreprises congolaises ont fermé. Parce que le gouvernement est content de ne pas dépenser, gardant l'argent et travaillant sur base de la caisse. Bon. En certifiant, ça c'est l'excuse que vous donnez toujours, il faut certifier la dette intérieure. Vous savez, dans la dette intérieure, il y a à boire et à manger. Mais ça, on le dit depuis 3 ans, monsieur le ministre, et nous, dans le pays, ça ne passe plus. Parce que la Banque mondiale vous a donné des moyens pour certifier cette dette. Oui, mais elle est certifiée. Mais la Banque mondiale, il y a des gens qui ont aujourd'hui a exigé une décote de 80%. Même quelqu'un qui dit qu'on lui doit 100 000 dollars et il va se contenter de 20 000. Et il est content. Mais qu'est-ce que lui-même reconnaît? Avant de terminer l'émission, qu'on voit justement les aspects politiques de cette rétro 2015, pour terminer cette émission, pour boucler la boucle justement, parce qu'on s'achemine vers les élections. On est déjà en 2016. La République démocratique du Congo, ancienne colonie belge, a bien démontré au monde ses capacités de gestion des conflits latents, mais également saillants. Février 1960, première table ronde de Bruxelles, incluant toutes les forces politiques congolaises, sous l'œil vigilant de la Belgique et des Nations Unies. Premier dialogue, balisant la voie à l'octroi de l'indépendance qui interviendra 4 mois plus tard, avec comme retombée un premier gouvernement constitué des Congolais, ainsi que d'un premier président élu par le Parlement. En 1990, lorsque le Zaïre s'est trouvé au bord du gouffre, la conférence nationale souveraine est convoquée. Il s'agit de la toute première tentative de conciliation des vues entre toutes les forces vives du pays et le pouvoir politique. 2003. Sand City en Afrique du Sud abrite le dialogue entre Congolais et tous les groupes jadis rebelles, la société civile ainsi que le gouvernement sont présents aux assises sous les auspices de l'Afrique du Sud et le témoin des Nations Unies. Corollaire, la fameuse formule 1+4, augurant ici les premières élections au pays. En septembre 2013, le chef de l'État Joseph Kabila, épris de paix, convoquerait les concertations nationales. Une fois de plus, toutes les forces en présence s'engagent à appliquer les recommandations, parmi lesquelles la formation d'un gouvernement de cohésion nationale. Enfin, novembre 2015, Joseph Kabila acquiescera à la demande d'un dialogue politique national inclusif
lui lancé par l'opposition pour apaiser le climat politique et trouver un consensus face aux contraintes des réformes qui ont pris en tenaille le calendrier électoral. Mes chers compatriotes, j'ai décidé ce jour de la convocation d'un dialogue politique national inclusif et de la mise en place subséquente d'un comité préparatoire pouvant régler tous les aspects liés à son organisation. La République démocratique du Congo, un pays au potentiel énorme et unique, mais aussi à l'histoire unique. Il faut bien qu'il y ait un dialogue si l'on sait exactement ce que l'on veut. Et apparemment, le président connaît l'objet de ce dialogue. Moi, je dis, le dialogue est bon. Vous êtes l'un des poids lourds de la majorité présidentielle. Rassurez-vous aujourd'hui les Congolais qui nous suivent. Vous avez été mandaté par le Premier ministre pour rassurer sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Est-ce que sur le plan politique, vous, gouvernement, oui, avec ce que nous venons de voir, vous rassurez les Congolais qu'il va y avoir un dialogue et que ce dialogue sera inclusif et que vos amis qui résistent encore de l'opposition, vos anciens amis de G7 qui sont encore là, qui vous écoutent, qui vous entendent, oui, qu'est-ce que vous nous donnez comme garantie que les choses vont aller dans le bon sens, que les Congolais n'auront pas à avoir les mêmes situations malheureuses de la République centrafricaine, de Burundi? Bahati Lukwebo, ministre de l'économie. Je risque de faire un crochet dans la religion en disant qu'il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi en ce que l'on fait et être déterminé à réussir tout ce qu'on entreprend. Et moi, j'ai la confiance que les choses vont bien se passer parce que nous avons un leadership. Quelles sont les garanties? Nous avons un leadership que incarne le chef de l'État. Vous avez suivi le cardinal Laurent Monsengo. Il vous a dit que le chef de l'État connaît l'objet du dialogue. Et donc, nous tous, on fait confiance au chef de l'État qui a convoqué ce dialogue et qui voudrait que celui-ci puisse servir justement à préparer la paix, la sécurité durable dans notre pays. Deuxièmement, oui, nous qui avons des militants sur l'ensemble du territoire national, nous avons des millions de membres de l'AFDC, nous ne cessons de dire aux gens que la paix a été chèrement acquise et que rien ne devrait la compromettre. Toute réforme, toute initiative a un coût. Il y a un paiement pour tout travail qui est fait, mais ce qui est important, c'est de ne pas s'éterniser. Ce qui est important, c'est de bien programmer les choses de manière à ce que le temps... souveraine, Sun City qui tire en longueur, de l'argent qui sort. Non, je pense qu'on a fait une avancée significative sur le plan démocratique et que beaucoup de choses ne sont plus à reprendre comme à Sun City. À Sun City, nous n'avions pas un pays uni. À Sun City, nous n'avions pas une constitution. Mais nous avons tout cela aujourd'hui. Nous avons des institutions qui fonctionnent. Et donc, ce sur quoi nous devons nous mettre, ce sont juste quelques questions pour qu'il y ait un consensus autour du processus électoral. Mais Monsieur le ministre, au-delà de tout ce que vous venez de dire, le dialogue et tout, pensez-vous que le délai constitutionnel sera répété? Je répète, est-ce que en 2016, les élections présidentielles auront lieu? Quand vous me posez à moi la question, vous interrogez les textes. Les textes, ils sont opposables à vous et à moi. La même question, je peux vous la poser. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant qu'acteur politique, en tant que membre du gouvernement, c'est de dire je dois accomplir mon devoir, moi. Mon devoir, en tant que chef d'un parti politique, c'est de faire de sorte que les choses aillent pour le mieux, pour l'intérêt de notre population. Qu'il n'y ait pas de troubles, qu'il n'y ait pas de casse et que le processus se poursuive normalement. Deuxièmement, que les textes, les lois, la constitution du pays soient respectés. Et tout le monde le dit, et moi aussi je le dis, la constitution devra être respectée et elle sera respectée. Alors, tout le monde sait que Modeste Bahati Lukwebo, c'est un homme ambitieux
ce qui est légitime. Et parce que Joseph Kabila ne sera pas candidat en 2016, ne soyons pas surpris de vous voir candidat à la présidentielle. Voilà, là, quand je venais à cette émission, je venais faire le bilan du gouvernement, mais vous commencez à me poser des questions politiciennes. Et je refuse de répondre à de telles questions. Parce que nous sommes dans une famille politique organisée, nous avons un chef, c'est lui qui déterminera notre conduite, nous tous, au sein de la majorité présidentielle. Mais vous ne caressez pas. Vous n'avez même pas de dauphin dans votre famille politique au regard de la fin du mandat du président de la République. Est-ce que l'autorité morale a déjà fixé quand même l'opinion? C'est ça aussi, être organisé? Je pense que vous connaissez l'adresse du chef de l'État. Il faut lui poser cette question. Une dernière question simplement sur le gouvernement, c'est au niveau des institutions de Bretton Woods. Les bilans 2015 vient de se terminer sans aucun programme, ni avec les FMI, ni avec la Banque mondiale. Les mauvaises langues disent que ce qui fait que le gouvernement fait des dépenses hors budget, sans planification, sans discipline. Est-ce que, fondamentalement, en tant qu'économiste, vous pensez que l'on peut se passer, même pour les années à venir, d'un programme avec les FMI et la Banque mondiale? Vous pensez? Bien, je crois qu'au lieu de nous féliciter que nous ayons quand même résisté aux chocs extérieurs, et tout le monde le reconnaît. La résilience. Y compris la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Le directeur général adjoint du FMI était de passage ici, et aussitôt qu'il est rentré à Washington, il a fait un communiqué où il a félicité l'équipe gouvernementale actuelle. Je pense qu'il faut que, par moment, notre population ainsi que l'opinion puissent reconnaître que nous avons réalisé des choses qu'on ne pouvait jamais espérer si on n'était pas en programme avec le Fonds monétaire international. Donc, sans être en programme, sans être endetté, sans avoir de contraintes du Fonds monétaire international, nous avons réalisé des performances jamais réalisées. Merci beaucoup, Bachi Lukwebo Modeste, ministre congolais de l'économie nationale et numéro 2 de la majorité présidentielle qui a été mandaté par le gouvernement pour faire le bilan de 2015. Vous avez été interviewé par Willy Kalengai, journaliste et directeur général de Géopolis, Barbara Nzimbi de Congo Web Télévision et la télévision de Kinshasa, Kin24, John Kitenge. Merci beaucoup de votre participation à cette émission qui sera largement diffusée sur l'ensemble des chaînes nationales ici au Congo, sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, etc., à travers le monde, sur les réseaux que nous avons comme partenaires. Nous espérons que vous avez convaincu ceux qui nous ont suivis de partout, en rediffusion également. Nous vous suivrons de très près pour voir tout ce que vous nous avez précisé dans cette émission, si ça sera suivi par votre gouvernement. Merci et bonne année à vous. Merci, c'est promis. En tout cas, nous suivrons tout ça de très près. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à les communiquer à travers